Bonjour à tous, bonjour Patrick Artus. Bonjour. Les bourses mondiales dévisent depuis le début de l'année. Hier, Paris a encore perdu près de 2%. Et c'est le moment que vous choisissez pour publier un livre qui s'appelle La folie des banques centrales, avec pour sous-titre Pourquoi la prochaine crise sera pire. Vous avez décidé de nous saper le moral ? Non, je crois qu'on veut attirer l'attention sur une forme d'incohérence des politiques qui ont été menées par les banques centrales depuis Alors les banques dizaine d'années. centrales, ce sont les banques Alors les banques qui centrales, émettent pour la nous, monnaie. voilà, c'est la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale aux États-Unis, la Banque d'Angleterre. Ce sont des banques dont la fonction depuis une dizaine d'années a consisté à créer de la monnaie. Alors, on croit parfois que la politique monétaire, c'est quelque chose de très loin, très théorique, très compliqué. En fait, c'est extrêmement simple. En Europe, dans le cadre qui est plus proche de nous, aujourd'hui, la Banque centrale européenne achète des obligations des États que vous avez, vous, acheté avant, que votre assureur a acheté, et paye en créant de la monnaie. Et cette monnaie, vous la recevez et vous allez en faire autre chose. Et par exemple, vous allez acheter des actions, par exemple, vous allez acheter de l'immobilier, vous allez acheter des dollars, parce que vous pouvez penser que c'est mieux d'être investi en dollars. Et vous voyez que ceci crée une très grande déstabilisation. Vous allez pouvoir, avec cette énorme monnaie qui est maintenant fournie par les banques centrales, lundi acheter des actions et mardi vendre les actions parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, et puis mercredi les racheter parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et c'est comme ça que vous expliquez que le marché des actions peut faire 3% de hausse un jour, 4% de baisse le lendemain. Est-ce qu'on peut envisager un vrai krach boursier ? Alors, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une situation où cette monnaie, elle doit être investie quelque part. Donc, si elle n'est pas dans les actions, elle est ailleurs. Donc, un krach boursier, ça serait une situation, d'ailleurs, on n'est pas dans un krach boursier, mais enfin, depuis le printemps de 2015, les cours boursiers ont considérablement baissé. Donc, c'est une espèce de krach lent. Et c'est une situation où les individus qui avaient mis toute cette monnaie créée par les banques centrales dans les actions décident, parce que il y a une incertitude sur la situation de la Chine, parce qu'il y a une incertitude sur le prix du pétrole, parce qu'on ne sait pas trop bien si les États-Unis vont continuer à avoir de la croissance ou si ça va aller plus mal aux États-Unis, parce qu'ils ont des mauvaises nouvelles sur certaines entreprises, par exemple dans le secteur pétrolier, disent « Oh, c'est trop risqué, donc toute cette énorme masse de monnaie que j'investis en actions, je l'enlève et je vais la mettre dans des actifs beaucoup plus sûrs, y compris même, je vais la garder sous forme de monnaie, un dépôt dans une banque. » Donc ça crée des bulles. Ça crée des bulles. Elles peuvent exploser, comme la bulle Internet, comme les subprimes. Alors, oui, et ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'à l'époque, en 2001, donc de l'explosion de la bulle Internet, c'est déjà une crise très très grave. En 2007, on a l'explosion, en 2008, de la bulle sur les prix de l'immobilier. Ça part des États-Unis et ensuite ça vient en Europe. Et la prochaine explosion de bulle, mais qui est peut-être là, elle sera beaucoup plus grave parce que la masse de monnaie qui peut se promener est beaucoup plus importante qu'en 2000 ou qu'en 2008, à l'époque des deux bulles précédentes. Est-ce que les banques, comme en 2008, sont menacées ? Alors, on a régulé considérablement les banques après la crise de 2008, après la faillite de Lehman Brothers. Donc aujourd'hui, les risques financiers sont plutôt en dehors des banques. Les banques sont extrêmement surveillées, comme vous savez. Elles ont énormément de fonds propres, elles prennent beaucoup moins de risques. Par contre, il y a toute une finance non bancaire. C'est la finance des fonds d'investissement, des hedge funds. Et cette finance non bancaire est beaucoup moins régulée. Et c'est elle qui capte cette liquidité créée par les banques centrales et qui investit dans tous les actifs financiers ou pas dont nous parlions avant. Si on a des économies, où est-ce qu'on peut les placer en étant sûr de ne pas les perdre ? Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est-à-dire que fondamentalement, l'économie européenne ne va pas si mal. Simplement, nous sommes un petit bout du monde. Et on est dans un monde où, à nouveau, les États-Unis sont dans leur 7e année de croissance. Donc, on commence à se dire que, au bout de 7 ans de croissance, les choses vont ralentir. La Chine a des très grandes difficultés dans son modèle de croissance, qui est trop bas de gamme. Les grands pays émergents, vous connaissez le Brésil, sont en très très grande difficulté. Tous les pays qui exportent du pétrole sont dans une situation abominable, on n'en parle pas assez. La crise russe, la crise qui commence en Algérie, au Nigeria, au Moyen-Orient. Et donc l'Europe est toute seule au milieu d'un vaste monde qui va mal, finalement, à quelques exceptions près. Et donc on n'arrive pas, on ne peut pas résister tout seul. Mais moi, épargnant français, où est-ce que je place mon argent ? Si vous êtes extraordinairement prudent et comme vous dites que vous ne savez pas ce qui va se passer dans le vaste monde, vous gardez tout votre argent au chaud, en liquidité, en cash, en dépôt, en monnaie,
C'est le bas de laine. On revient au bas de laine. Là, il y a un risque que ça soit prudent pour quelques mois, quoi. Je veux dire, en attendant d'avoir à nouveau plus de visibilité, parce qu'on a plein de choses dont on ne sait pas. On ne sait pas ce que les Chinois vont faire. On ne sait pas s'ils vont, par exemple, choisir une grosse dévaluation de leur taux de change pour redresser leur économie. On ne sait pas bien ce qui se passe avec le pétrole. Si le prix du pétrole reste aussi bas, il y aura des pays qui vont être en faillite. Donc, si vous êtes extrêmement prudent et si vous ne voulez pas vous lancer dans des choses très compliquées, il faut faire des choses peu risquées aujourd'hui, oui. Alors, ce que vous dites, c'est que la raison de la crise, la raison pour laquelle la crise perdure, c'est qu'on s'est attaqué à des symptômes, mais qu'on ne s'est pas attaqué aux causes réelles oui, de la alors, crise. Il y a une grande lâcheté du gouvernement, il faut le dire clairement. Ce que dit d'ailleurs la Banque Centrale Européenne, hein, on critique les banques centrales, mais il y a quand même des éclairs de lucidité parfois dans les banques centrales. Tout le monde entier a des problèmes de fond avec ses économies. Les Chinois ont un modèle économique qui est dépassé, hein, c'est celui de monter des produits avec des salaires bas. Les États-Unis ont un modèle qui pose plein de problèmes, c'est le modèle d'inégalité massive. Et l'Europe a un modèle de rigidité, de règles extraordinaires, de marché du travail qui ne marche pas bien, de système éducatif qui ne marche pas bien. Les États ont du mal à se décider à attaquer ces problèmes. Parce que ça pose des problèmes politiques. Regardez aux États-Unis, attaquer les inégalités, c'est très compliqué. Regardez en France, réformer le système de formation professionnelle ou mettre un nouveau contrat de travail, c'est très compliqué. Et donc, les États se sont dit, comme on ne va pas avoir envie de faire ces politiques nécessaires, on va espérer qu'en faisant à la place une politique avec beaucoup de création monétaire, des taux d'intérêt très bas, des dépréciations des taux de change, parce qu'il faut en parler, c'est une politique extraordinairement agressive. Quand vous dépréciez votre taux de change, vous allez mieux, mais parce que les autres vont moins bien autour de vous. Et les États donc se sont dit, espérons que ces politiques monétaires ultra expansionnistes, d'énormes créations monétaires, vont nous dispenser de faire les bonnes réformes. Et en plus, ceci crée un malentendu, parce que les banques centrales croient que ces politiques aident les États à faire les réformes. Parce que ça donne un tout petit peu plus d'aisance, hein, les taux d'intérêt sont plus bas. Et en réalité, ça décourage les États de faire les réformes parce qu'elles deviennent moins nécessaires. Donc on a un piège qui est que ces politiques ont anesthésié les États. Et ce que vous dites, c'est que le FMI joue pas son rôle. Non, parce que le FMI, c'est très décourageant. Enfin, c'est une institution de l'après-guerre. Vous vous rappelez, c'est Bretton Woods. Hein. Et l'objectif de cette institution, c'est de vérifier que les pays font des politiques qui ne sont pas agressives vis-à-vis des autres. Et donc, on ne devrait pas pouvoir, comme l'ont fait les Japonais, par exemple, déprécier son taux de change de 50% pour manger les Coréens ou les Chinois. Ce qui d'ailleurs va faire qu'aujourd'hui, les Chinois vont probablement déprécier leur taux de change pour remanger les Japonais. On ne devrait pas aux États-Unis monter les taux d'intérêt sans se poser la question de savoir ce que ça fait sur les pays émergents. Et donc cette coordination qui évite les agressions entre pays, ça devrait être le travail du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international ne fait absolument pas ça. Il a totalement renoncé à essayer de coordonner, de faire parler ensemble les pays ou les banques centrales. Merci, Patrick Merci Artus. beaucoup. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans quel